fonctionner comme ça. Là, on fait juste une connexion parce qu'en fait, on a des personnes, très peu de personnes, mais il y a 2 personnes qui sont prévues pour se connecter en ligne. Il y a l'éditeur et aussi une personne que je ne connais pas qui est de Vichy. Voilà, Thierry Baudin-Hulin est avec nous, c'est l'éditeur, donc faites attention, il va nous écouter. Pendant l'interview, mais on l'écoutera aussi, mais on a dit qu'on lui laisserait parler uniquement quand on aura récupéré toutes les informations qu'on a envie de récupérer de la part de Christophe. C'est bon? On y va? Ok. C'est ça. Voilà, bon, bonjour Christophe Bagonneau. On est heureux de vous accueillir, même si c'est avec beaucoup de distance, pour ce volet littéraire des événements Francophonie 2022 à Taïwan. Nous avons monté ce projet avec vous, votre éditeur, donc Thierry Baudin-Hulin de l'Œil ébloui, qui vient juste de nous rejoindre, et la librairie française de Taipei, Le Pigeonnier, partenaire de longue date de la francophonie à Taïwan, mais aussi organisatrice et co-organisatrice de nombreux événements littéraires en lien avec la francophonie tout au long de l'année, en semaine, le dimanche, la nuit, tout le temps. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir. On regrette de ne pas pouvoir vous accueillir en chair et en os. Alors, bonjour à tous. Merci aux pigeonniers de m'accueillir. Merci à ceux qui sont venus m'écouter dans la librairie. Il est vrai que j'aurais préféré transporter ma chair et mes os jusqu'au pigeonnier et pouvoir échanger avec vous de vive voix. Mais au moins, on vit à une époque où les visioconférences sont possibles. Alors, profitons de cette occasion-là. Bon, alors on va faire un petit jeu de questions-réponses au début, parce que bon, bah, j'ai un petit peu essayé de découvrir qui était cet auteur et puis j'ai essayé aussi de me plonger dans ses œuvres. Donc la quatrième de couverture de votre dernier ouvrage vous présente comme une personne riche d'une double culture, chinoise et française. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette double culture et de quelle manière elle s'est construite? Pourriez-vous préciser ce que cela a pu aussi personnellement vous apporter? Alors, double culture, surtout parce que j'ai consacré beaucoup de temps et d'années de ma vie à la Chine, aux Chinois, euh, au monde chinois, je vais dire de manière générale. J'ai vécu notamment 15 ans en Asie, dont 9 années passées à Taïwan. Mais aussi loin que je me souvienne, un tout petit, je voulais déjà apprendre le chinois pour des raisons très étranges, hein. On avait un vieux vase qui ne valait pas un clou à la maison, mais un très grand vase sur lequel il y avait des choses écrites. Et quand je demandais à tout le monde ce que ça voulait dire, on me disait qu'on ne savait pas, que personne ne savait, parce que c'est une langue que personne ne savait lire. Et moi, ce qui était passionné par tout ce qui était message secret quand j'étais petit, je trouvais ça extraordinaire, une langue que personne ne savait lire. Donc, il fallait absolument que moi, je la sache lire, de fait. Et, et est né le désir d'apprendre un jour le chinois. Donc, j'ai appris le chinois, je suis retourné vers le vase qui ne comportait que des faux caractères chinois. Donc, vous voyez à quoi tient une vocation parfois. Et malgré tout, je n'ai jamais démordu de cette culture qui m'intéresse, plutôt peut-être encore davantage la langue. Alors, elle joue un grand rôle dans ma vie parce qu'elle m'a apporté beaucoup dans la mesure où elle a décidé d'un certain nombre de mes choix. C'est-à-dire quand j'ai voulu aller travailler à l'étranger, ben, je ne me suis pas tourné vers n'importe quel pays. Forcément, je me suis tourné vers l'Asie et puis vers Taïwan en particulier. Donc vraiment, je crois que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu enfant un faux vase chinois qui était rentré. Et en fait, vous n'êtes pas arrivé directement à Taïwan. Quel chemin vous avez parcouru jusqu'à cette rencontre avec Taïwan? Alors, il se trouve que ma génération, parce que j'ai quelques heures de vol déjà, il n'y avait pas de chinois ni au collège ni au lycée, ou alors que dans les grandes villes. Je n'habitais pas dans une grande ville. Donc il fallait, c'est le genre de choses qu'on commençait après le baccalauréat. Donc j'ai passé mon bac, j'ai arrêté mes études pour travailler, pour pouvoir partir en Chine étudier, apprendre le chinois. Et je suis arrivé à Shanghai
au moment des événements de la place Tiananmen. Euh, et c'était découvrir la Chine sous un aspect très très particulier, avec les derniers flonflons d'ailleurs du communisme, hein, puisque tout le monde était encore habillé en costume Mao, on s'appelait camarades quand on s'interpellait les uns les autres. Donc je suis d'abord passé par la Chine populaire, j'ai travaillé pour une agence de voyage en France par la suite, où j'accompagnais des voyages en Chine. Et c'est par hasard, des années plus tard, où j'ai regretté de ne jamais m'être installé durablement en Chine, je me suis tourné vers les affaires étrangères. Je savais qu'il y avait des postes disponibles. J'avais demandé un poste à Shanghai parce que c'était la seule ville que je connaissais vraiment bien. Et on m'a proposé Taïwan. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette île dont je ne savais rien et qui a renouvelé ma relation avec le chinois. Parce que autant je ne suis presque plus jamais retourné en Chine par la suite, autant Taïwan est devenu vraiment mon deuxième chez moi. Et quand j'arrive à l'aéroport, vraiment, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Même si les premiers liens avec Taïwan ne sont pas forcément aussi bien passés, mais c'est devenu maintenant une, une, mon Arcadie, on va dire, d'une certaine manière. Depuis quelques années, vous résidez à nouveau en France. Est-ce que vous continuez, vous gardez ce lien justement avec la Chine? Et si oui, de quelle manière? Alors, le lien, je le garde surtout avec Taïwan. Jusqu'au Covid, je le gardais de manière physique en y retournant l'été, mais ce n'est plus possible depuis 3 ans. Euh, alors j'ai gardé quelques amis avec qui je peux échanger quelques messages, rarement des coups de téléphone parce qu'on est quand même, on a 7 heures de décalage. Là, il est midi 38 là actuellement en France. J'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe. Alors j'ai des amis dans mon entourage qui connaissent mon amour pour la Chine, alors qu'ils se font les relais pour moi de tout ce qu'ils entendent sur Mediapart ou ailleurs concernant Taïwan. Et j'essaie de maintenir au mieux les liens, même si, je le répète, ces 3 dernières années, ça n'a pas été possible, puisqu'on ne peut plus, en tant que touriste en tout cas, hein, on ne peut plus retourner pour l'instant à Taïwan. Alors, je vous disais tout à l'heure que ça a été une rencontre un peu bizarre. C'est-à-dire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont en tête euh, ce- cet incipit d'Aragon pour son roman Aurélien. Alors, je vous le dis comme ça de mémoire, hein, c'est peut-être pas les mots exacts, mais la première fois que Aurélien rencontra Bérénice, il la trouva fort laide. Et c'est une histoire d'amour entre Aurélien et Bérénice. La première fois que j'ai fait la route entre l'aéroport et Taipei, je me suis dit, mon Dieu, je vais devoir vivre ici pendant 4 ans. Et je trouvais l'urbanisme un peu déroutant pour moi, qui arrivait d'Europe. Et j'ai appris à découvrir cette ville dont je suis éperdument tombé amoureux. C'est un lieu que je trouve unique au monde. Donc vous voyez qu'il ne faut jamais se fier aux premières impressions. Et il me tarde vraiment de pouvoir à nouveau prendre l'avion, qu'il n'y ait plus le Covid et que je puisse à nouveau fouler le sol de Taïwan. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de votre dernier roman, À contre-jour la nuit, que nous avions prévu de présenter aujourd'hui, est-ce que pouvez nous parler de manière plus générale de votre cheminement en tant qu'écrivain? Est-ce que l'écriture a toujours été pour vous, dès le début, le mode de communication le plus évident, ou est-ce que vous avez étudié d'autres médias pour vous exprimer? Alors, je reviendrai sur les autres médias dans une deuxième partie. Il est vrai que l'écriture, même enfant, était quelque chose de très, très important. Je suis le troisième d'une fratrie de trois, je suis le petit dernier, et il me tardait en fait d'aller à l'école. Je voulais apprendre à lire. Donc, l'écriture était vraiment pour moi quelque chose d'important. Je me souviens avoir appris à lire tout seul au moins les 12 mois de l'année en regardant Martine et les 4 saisons. Et j'associais les images au titre que j'avais compris être celui des mois. Et c'est comme ça que je les avais reconnus et appris. Donc là, il y a vraiment, la lecture a été
tout de suite très importante pour moi. Et, et très vite aussi, l'écriture. Quand j'étais enfant, j'essayais d'écrire des petites choses. Comme tout le monde, j'ai fait un peu de poésie, j'ai fait un peu euh, un peu de journal que je n'ai jamais pu tenir. Mais en fait, l'écriture était importante. Et quand j'allais en bibliothèque le mercredi après-midi, je regardais du côté des adultes, qui était une salle séparée, et je me disais, en regardant les étagères, peut-être qu'un jour mon nom sera dessus. Donc pourquoi j'avais cette envie, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui berçait mon enfance et qui m'a accompagné tout le temps. Il s'est trouvé que quand j'ai été en Asie, les fonctions que j'occupais me donnaient guère de temps d'écrire, même de lire parfois, malheureusement. Donc je me suis tourné vers la photographie. Et pendant 15 ans que j'étais en Asie, j'ai pas mal photographié, surtout des portraits. J'ai fait quelques expositions à Taipei avec une organisation qui n'existe plus, mais qui s'appelait TIVAC, Taiwan International Visual Arts Center. Euh, une exposition qui s'appelait Mémoire d'un cube. C'était des photos que j'avais prises dans mon appartement, des gens qui croisaient mon appartement, etc. Photos en noir et blanc. Cependant, la photographie, comme je ne pouvais pas faire mes tirages moi-même, j'avais toujours l'impression d'être un usurpateur. Je suis encore de cette vieille école qui pense qu'il faut passer beaucoup de temps sur un objet d'art, entre guillemets, pour pouvoir prétendre à être un artiste. Et, et je suis beaucoup plus laborieux en écriture. Et j'ai l'impression d'être plus légitime dans ce domaine-là. Et à la faveur d'un cambriolage où on m'a volé tous mes appareils photo, finalement, je suis revenu définitivement à l'écriture. Je ne me suis jamais pu retourner vers la photographie, dont je garde un certain nombre de tirages chez moi, mais qu'on aperçoit d'ailleurs par ici, sur les murs. Mais je suis resté vraiment, je suis revenu à mes premières amours qui étaient l'écriture et j'y suis resté. Je pense que quand j'écris, c'est un des moments de mon existence où je me sens, si ce n'est le plus heureux, du moins le plus consolé. Alors, on va rentrer un petit peu. Votre roman, en fait, il est présenté de cette manière. Le narrateur relate à un ami le séjour qu'il a effectué à Taïwan au cours de l'été. Et s'il commence comme un récit de voyage, nous verrons qu'il est bien plus que cela. La première partie du roman se situe, alors là, je vais très mal le prononcer, j'arrive toujours pas, Pengo, ou les îles Pescador, qu'aucun Taïwanais d'ailleurs ne connaît sous ce nom, île des pêcheurs, donc nommée par les Portugais. C'est un archipel de 90 îles et îlots situés au large de la côte ouest de Taïwan, dans le détroit de Taïwan, à 140 km du continent. C'est un territoire chargé d'histoire. Est-ce cela qui vous a attiré? Et si oui, quels sont les éléments particuliers de ce lieu qui a attiré, enfin, qui vous, en tant qu'auteur, a attiré le narrateur dans ces espaces? Alors moi en tant qu'auteur, c'était l'île de Penghu. C'était une île que j'avais très souvent, dont j'avais très souvent entendu parler sans y être jamais allé. Je sais que c'est un endroit où les Taïwanais vont volontiers passer quelques jours de vacances et que la plupart peut-être ont visité au moins une fois dans leur vie. Euh, En 2015, l'été que j'ai passé à Taïwan, non, pardon, en 2019, le dernier été que j'ai passé à Taïwan, j'ai j'ai cédé à la tentation d'aller à Penghu et puis au conseil que me donnaient des amis de sortir un peu de Taipei. Je vous disais que j'aimais beaucoup de Taipei et les retrouvailles, comme j'en étais privé, hein, étant rentré en France, les retrouvailles avec Taipei l'été faisaient que j'étais tout occupé à cette ville pendant 5 semaines. En tout cas, j'ai la chance d'être enseignant et de pouvoir avoir 5 semaines à consacrer à cette ville l'été. Et des amis me disaient que c'est quand même vraiment dommage que tu viennes de si loin, qu'il y ait des endroits encore de Taïwan que tu ne connaisses pas, mais sors un peu de Taipei, peut-être va ailleurs, va voir une île. Alors j'en ai déjà visité quelques-unes, telles que Liu Dao, Green Island, et en tout cas, je ne connaissais pas Penghu. Et je me suis dit que ce serait un bel endroit à visiter et que ce serait l'occasion pour moi, puisque j'y arrivais euh, un petit peu innocent, de jeter sur le papier le regard que j'allais poser sur cette île.
du moins sur ces îles et sur ces îlots. Et autre raison, maintenant pour le narrateur, c'est que vraiment, souvent en Occident, on connaît les îles Pescador, mais on ne connaît pas le nom de Penghu, à l'inverse des Taïwanais. Et donc, c'était dans les frontières taïwanaises, c'était en fait ce qui sonnait le plus étranger pour ce narrateur qui voulait se poser un petit peu aux marges de l'île principale de Taïwan, sans avoir l'impression encore d'y être arrivé, d'y être malgré tout arrivé, puisque tous les gens à Penghu sont taïwanais et parlent chinois. Mais malgré tout, s'être placé comme ça, le narrateur se place quelques jours sous la bannière d'un nom, Pescador, qui n'est pas encore tout à fait chinois. Donc oui, le narrateur, il justifie dans votre roman ce choix par les mots: «Je voulais pourtant une île qui saurait retenir mes pas, les empêcherait de poursuivre plus loin leur voyage, un lieu impossible à quitter». En quoi la découverte de ces îles et les expériences que vous y décrivez constituent-elles un frein à ce retour du narrateur? Et pourquoi ce frein est-il nécessaire à vos yeux? Alors, je n'aurais peut-être pas utilisé le mot frein. Je vais utiliser une image qui va peut-être être plus parlante pour tout le monde. Euh, Quand on veut tirer une flèche avec un arc, on ne se contente pas de la poser sur la corde. Il faut tendre la corde. Et en fait, euh, la flèche commence par reculer vis-à-vis de la cible qu'elle veut atteindre. Le narrateur, c'est ce qui se produit. Il a besoin de trouver un endroit qui sera sa corde, qui lui permettra de peut-être trouver toute l'énergie nécessaire pour atteindre la cible qui est un endroit très précis dans Taipei. Cette corde, elle est d'abord d'ordre géographique, et ce sera Penghu. Donc il a besoin d'être là, d'y consacrer du temps, comme il faut s'imaginer le narrateur adossé à la corde de cet arc, et puis pousser en arrière pour pouvoir trouver la force, peut-être mieux que l'énergie, mais la force de rejoindre Taipei à un moment donné. Donc il pousse en arrière d'un point de vue géographique, mais pas simplement. Il essaie de reculer le plus loin qu'il peut. Le plus loin qu'il peut, y compris dans le temps. Le plus loin qu'il peut dans le temps à travers les mythes, il y a un mythe qui est raconté, il y a une légende qui est racontée sur l'île de Chimei, et le plus loin qu'il peut aussi dans les autres vies, puisqu'à un moment donné, il croise des personnages qui se font rattraper eux aussi par des vies antérieures. Donc il recule, le narrateur recule le plus loin possible, comme s'il était adossé à la corde de son arc, pour pouvoir un jour atteindre Taipei, véritablement. Je Oui, sais pas d'ailleurs, si mon, lors de ces pardon, échanges, je sais pas si l'image que je donnais si éclairera je tout le pensais, monde. le mot frein ayant été trouvé par le modérateur, c'est normalement peut-être une sorte de tremplin, mais je pense que l'image du tremplin n'est pas aussi évidente que l'image de la corde qui permet de lancer la flèche. Euh, Justement, lors des échanges avec les marins donc, de l'île, alors qu'ils sont avides de connaître son chez lui, le narrateur se lance dans une description de Taipei. Euh, Alors qu'il lui demande de leur raconter comment c'est chez toi, raconte-nous chez toi. Euh, donc pourquoi ne pas décrire un lieu français? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, c'est la page 27. En fait, dans la page 27, il y a une première partie où il veut leur parler de chez lui et il dit, mais la France se tenait dans un horizon trop écarté du leur et ils avaient d'avance perdu tout intérêt pour ces frontières qu'ils pensaient ne jamais devoir franchir. C'est-à-dire qu'il sent bien, il essaie de leur en parler. On devine qu'il essaie de leur en parler et qu'ils n'accrochent pas. C'est quelque chose qui est trop étranger à leur monde pour que les tuiles en terre cuite leur disent quelque chose. Donc il finit par leur parler d'un lieu qui pour eux est presque l'étranger. Certaines personnes de Penghu ne sont peut-être jamais venues à Taïwan, en tout cas ces marins-là. Et, et de fait, pour le narrateur, et là on reconnaîtra que j'aurais mis un petit peu de moi-même, pour le narrateur, euh, Taïwan, à plus d'un titre, est aussi son chez lui. Donc justifie tout à fait qu'il puisse présenter Taïwan, la grande île de Taïwan et Taipei en particulier,
plutôt que la France. Sur l'île aussi, ensuite, on se focalise sur un personnage qui est l'oncle et la participation inattendue du narrateur à une cérémonie traditionnelle qu'il fait tout à coup entrer dans l'intimité d'un groupe. Il décrit également un rapport au passé sur lequel il s'interroge. Il exprime ainsi j'avais du mal à concevoir qu'une fois passé dans une autre temporalité, on tint absolument à s'y venger de ces vieilles douleurs, et sans pour autant parvenir à diminuer la peine du souvenir, à ourdir les plans les plus incroyables contre ceux qui nous ont un jour froissés ou fait souffrir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce mode de fonctionnement vous semble ou semble au narrateur, sinon étrange, du moins éloigné de lui? Alors, la première réponse était aussi pour peut-être mettre en image la tension qu'il peut y avoir, en fait, la rencontre entre deux cultures, la culture occidentale et la culture orientale. Excusez-moi. Donc ça, c'est une première chose. Deux modes de pensée qui se rencontrent, donc forcément, euh, la, la compréhension n'est pas immédiate de l'un par l'autre. Deuxième point, alors je ne peux pas avancer davantage, j'en racontais un tout petit peu ce passage-là, c'est que ce fameux oncle est rattrapé par ses anciens fantômes, c'est-à-dire que dans sa vie, il y a des problèmes, et puis une médium lui dit que ces problèmes-là sont dus à d'anciennes femmes qu'il aurait séduites dans des vies passées et qui viennent se venger. Et pour apaiser ces fantômes-là, il faut qu'il se marie avec elles parce qu'il leur avait promis le mariage dans une ancienne vie et que tant qu'elles n'auront pas été mariées, elles seront insatisfaites, elles resteront insatisfaites. Donc lui subit cette vengeance de fantômes. Je laisse découvrir au lecteur, il y a d'autres personnages dans cette famille qui subissent la vengeance d'autres fantômes encore. Et le narrateur, devant ce passé lointain, devant ces fantômes de vie antérieure, s'étonne qu'une fois passé de ce monde à l'autre, l'humain puisse garder toute sa petitesse et ne cherche qu'une chose véritablement, c'est à se venger des douleurs qu'il a pu subir, de se rattraper sur les frustrations qu'il a pu avoir. Donc ça, c'est vraiment le grand étonnement du narrateur, d'autant plus que lui, s'il avait, quand il s'imagine l'être qu'il a perdu, parce que c'est quand même le fil rouge dans tout le roman, il ne se l'imagine jamais à aucun moment essayant de se venger de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et de cette vie présente qui semble au narrateur déjà bien assez douloureuse, euh, il s'étonne qu'on veuille en déplacer les moments les plus noirs, qu'on veuille déplacer vers l'éternité les, les éléments les plus sordides de la nature humaine. Comme s'il espérait en quelque sorte qu'on soit un peu moins homme de l'autre côté, c'est-à-dire un peu mieux. Et d'ailleurs, c'est brusquement lors d'une cérémonie avec la médium, qui évitait de croiser le regard du narrateur, aux deux tiers du récit à peu près, qu'il va affronter, disons clairement, parce que c'était cet être perdu, on sent que c'est un fil rouge, mais c'est vraiment là qu'il commence vraiment à apparaître en tant que lui, en tant que personne. Et c'est à ce moment-là qu'il prend l'avion pour Taipei. Donc la question c'était, est-ce qu'il y a un lien entre l'évocation de ces fantômes lors de cette cérémonie et la reconnexion à son fantôme à lui? Oui, oui, il y a tout à fait une connexion. Je pourrais, avant de répondre complètement, d'ailleurs revenir un petit peu sur une question précédente où tu me demandais s'il y avait une raison pour le choix de Pangrou. On m'avait toujours dit avant que j'aille à Pangrou que de toute manière,
c'était une île un peu étrange parce que c'était une île célèbre pour ses cercueils et pour ses tombes. Et il est vrai qu'il y a certaines îles, notamment l'île de Tibet au nord de Penghu, où quand on se promène dans la nature, il y a des tombes un peu partout, orientées un petit peu différemment les unes des autres. Et même au bord des routes, on voit pas mal de tombes. Alors que euh, sur l'île principale de Taïwan, hein, et autour de Taipei, par exemple, il y a des cimetières où il y a des collines réservées à, à- à des tombes, mais rarement, ou du moins il y en a peut-être, hein, mais j'en ai pas le souvenir de tombes comme ça, isolées, un peu éparpillées n'importe où dans le paysage. Donc choisir Penghu, c'était euh, déjà confronter le narrateur à cette réalité qu'il portait en lui, c'est-à-dire la mort d'un être cher. Rencontrer la médium et puis cette fameuse cérémonie avec l'oncle pour calmer les anciens fantômes, c'était une deuxième rencontre de ce type-là. Non pas la rencontre avec euh, l'aspect matériel et visible de la mort dans nos cultures, mais cette dimension impalpable de la disparition des autres, du temps qui passe, de la mort qui s'impose à nous. Et il était donc intéressant à ce moment-là qu'ils comprennent, euh, une fois confrontés aux fantômes des autres, que, que il avait besoin lui aussi, ça y est, le temps était venu, il avait besoin de rencontrer son propre fantôme, d'aller à sa rencontre. C'est ce que fait l'oncle hein, en organisant le mariage avec les femmes qu'il a trompées avant. Eh bien, ce sera peut-être pas la forme d'un mariage, mais le narrateur se dit que lui aussi, de même que l'oncle a accepté à un moment donné ce que lui a dit la médium, à savoir rencontrer, se confronter à ses fantômes, eh bien, le narrateur, il était temps aussi qu'il rentre, j'allais dire qu'il rentre à la maison. À la fin du roman, c'est vraiment ça, hein, qu'il rentre à la maison et qu'il regarde en face à la fois l'absence et la présence de celui qu'il a perdu. D'ailleurs, justement, il s'exprime de cette manière. Taipei ne m'était pas encore totalement une autre, car revenir nécessitait cet ajustement. Je retrouvais, intacte sur mon lit, des impressions d'horaire décalé, comme si ma petite heure passée dans l'avion m'avait fait parcourir la moitié du monde en un temps record. Donc, d'un seul coup, il semble que l'étape qui s'était imposée pour prendre des distances, donc pas le frein, mais la corde de l'arc semble se détendre. Euh, et on dirait qu'en fait, il oublie d'un seul coup, rapidement, tout ce qui s'est passé pendant cette partie du séjour dans les îles Pescator. Euh, et c'est un petit peu comme s'il arrivait directement de France, il ne sait plus trop où il en est. Est-ce que on sent, on a l'impression que cette étape est d'un seul coup oubliée? Alors, si je continue à utiliser ma métaphore de la flèche, je pense que la flèche, une fois qu'elle a été tendue et qu'elle a été relâchée pour atteindre la cible, quand elle atteint le cœur de cible, si la flèche avait une conscience, je crois elle oublierait ce qui s'est passé avant. Elle ne penserait qu'à la cible qu'elle a finalement atteinte. C'est un peu pareil pour le narrateur, c'est que on a beau prendre toutes les précautions nécessaires pour arriver. euh, Quand enfin est arrivé le moment décisif, quand enfin on est dans le lieu euh, autour duquel on a longtemps tourné, tout le temps qu'on a passé à tourner autour a disparu. On est pleinement, la conscience est pleinement accrochée, bouleversée, renversée par le lieu quasi sacré dans lequel elle pénètre. Et c'est en ce sens-là que il oublie tout le chemin parcouru comme la flèche oublie l'espace qu'elle vient de traverser. Alors la question suivante, je pense que vous y avez déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même aborder le sujet. Donc dans le dernier tiers du récit, l'objectif était un petit peu d'essayer. Alors je pense que l'expression vous la corrigerez parce qu'elle va pas correspondre au narrateur, mais quelque part un peu de tourner une page. Pour moi, ça semblait assez clair.
Cette approche semble très très lente et le lecteur se trouve transporté dans une découverte sensorielle de Taipei en oubliant parfois l'objet de sa quête. Est-ce que vous gardez encore ces bruits, ces odeurs en mémoire? Je pense que la réponse, on la connaît puisqu'on a déjà un petit peu échangé depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont spécifiques à Taipei et à Taïwan ou liés plus largement à l'Asie, puisque tout à l'heure vous nous parliez de Shanghai? Est-ce qu'il y a vraiment une spécificité de ces sensations, de ces odeurs de Taipei, de Taïwan? Et si oui, puisque vous avez connu d'autres parties de l'Asie, en quoi elles se différencient d'autres parties de l'Asie? Alors, c'est pas toujours facile quand on vit à 8000 km de garder les odeurs. Parfois, elles ressurgissent euh, sans qu'on y ait été préparé. Je vois qu'il y a un livre sur Proust derrière, hein. C'est tout à fait on voit le visage de Proust derrière. C'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait ce que Proust décrit euh, du côté de chez Swann. Vraiment, la mémoire qui vous envahit via des odeurs que l'on rencontre, mais qui font un lien ou qui nous replongent dans des odeurs plus anciennes. Toutefois, parfois on essaie d'organiser certaines petites choses pour que, euh, j'allais presque dire, la patrie tant aimée ne soit pas si loin que ça. Vous voyez qu'il y a une plante qui me fait des épaulettes là de chaque côté. En fait, c'est un pukwei. Pukwei, c'est le genre de palmier qui pousse le long des rues à Taipei. Un palmier qui s'appelle le Livistona, si on cherche son nom, son vrai nom, euh, donné par Linné ou par un autre après lui. Alors, il est moins grand que dans les rues de Taipei, ça on se le doute, hein, mais quand il s'est agi de mettre un palmier, de mettre une plante verte dans ma maison, je n'imaginais pas quelque chose qui ne soit pas de Taïwan. Pas toujours facile à trouver, mais ça me semblait important parce que la nature, je trouve, à Taipei, envahit les rues. Alors, visuellement, mais aussi auditivement. Ça m'est arrivé parfois d'avoir des amis qui m'envoient une petite vidéo de ce qu'ils ont fait à Taïwan, de choses comme ça. Et ça m'est arrivé une fois, euh, même deux fois. Mais la première fois, c'est le beaucoup plus frappant. J'entendais au loin un oiseau qui pour moi est essentiellement Taipei ou Taïwan. Alors je ne connais pas son nom en français. En chinois, c'est Bai Tou Weng. Bai Tou Weng, le vieillard à la tête blanche. Et il a un chant très particulier que je ne pourrais pas vous refaire. Et quand la vidéo, ce n'est pas du tout pour m'enregistrer cet oiseau. Je l'entendais au loin, derrière ce qui m'était dit, derrière ce qui m'était montré. Et j'ai tout Taipei qui est apparu derrière les ailes de cet oiseau. Et, et j'avais l'impression presque d'un ami lointain qui me faisait signe. Et, et c'était merveilleux de sensation. J'étais à Taipei à ce moment-là. Ça m'est arrivé une autre fois avec un autre oiseau qu'on entend davantage dans Taipei, qu'on a du mal à voir et dont je parle dans le livre. C'est les Wu Se Niao, ou 5 Se couleurs, Niao, Wu Se Niao. Et Wu Se Niao, il a un chant très très particulier, très tôt le matin ou tard le soir, une espèce de petit roucoulement euh, très doux, très tendre. Et pareil, ça m'est arrivé parfois ou derrière une conversation, alors on me téléphonait ou au fond d'une vidéo, de l'entendre. Et pareil, j'avais l'impression d'un quelqu'un qui me faisait un petit signe de loin. Et ça, c'était très chaud. J'avais l'impression d'être pareil, ou très tôt le matin à Taipei, ou très tard le soir à la tombée du jour. Donc il y a les choses me reviennent euh, à travers de toutes petites des petites choses cachées dans des coins, dans le coin d'une vidéo, mais ça va être aussi parfois des odeurs. On parlait d'odeurs tout à l'heure. Euh, L'odeur, par exemple, euh, des œufs
cuits au thé, vous savez, qui font cuire dans les 7-Eleven. Quand on rentre, c'est cette odeur-là qu'on a, hein. Il y a toujours la marmite là, remplie d'un espèce de jus noir avec les œufs qui cuisent à l'intérieur. Quand on rentre dans un 7-Eleven, il y a une odeur très particulière, en partie due à cette chose-là qui cuit, qu'on ne trouve pas forcément extrêmement agréable, hein. J'allais dire, Aurélien qui trouve que Bérénice s'en débras peut-être. Là, c'est la même chose. C'est une odeur pas forcément toujours très agréable sur le moment quand on est à Taïwan. Et quand on l'a quitté, c'est une odeur, c'est l'odeur de Taïwan et qu'on regrette, qu'on se met à regretter tout à coup et qu'on voudrait pouvoir sentir à nouveau en même temps que la porte qui s'ouvre, le petit carillon qui sonne, et puis le vendeur qui dit Huan Yin Guanglin. Ça, on voudrait l'entendre aussi à nouveau. Je Alors, ne sais pas si je suis allé un peu dans tous les sens, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. oui, mais c'est pas grave, on y reviendra s'il faut. Non, ce sont des rencontres aussi, celle de Joe, ou Joey, je pense, un jeune Taïwanais d'origine aisée, et puis aussi celle de Zong Zong, un dealer, qui finalement nous permettent en transparence de mieux comprendre qui est le narrateur et d'en savoir un peu plus sur son histoire. Euh, Ces expériences de vie décrites par le narrateur, est-ce aussi la possibilité d'entrer dans une certaine critique d'un système économique et social de Taïwan dans ce roman? Alors, il est sûr que je ne voulais pas que ce soit un roman qui soit forcément à la gloire d'un pays, parce que ça devient suspicieux quand tout est merveilleux dans le lieu qu'on veut présenter. Donc, je voulais présenter aussi euh, euh, la société dans ce qu'elle me paraissait de plus vrai. Donc, peut-être dans deux opposés, hein. Ce n'est pas Taïwan, ce n'est pas et des banquiers et des dealers, hein. Il ne faudrait pas en arriver à cette réduction-là. Mais montrer des aspects de la société qui peuvent être problématiques. Alors, il faut dire que je ne suis pas quelqu'un qui sait inventer des histoires. Je dis souvent que j'invente la réalité. C'est-à-dire que je me base, je prends pour appui des personnes que j'ai croisées, des histoires qu'on m'a racontées, et je les réorchestre. Et ces deux figures-là existent sur Taïwan. Zhong Zhong d'un côté et puis Zhou de l'autre. Mais ce qui m'intéressait ici, en les confrontant, parce qu'ils sont très proches au niveau des chapitres, hein, ce qui m'intéressait, c'était qu'on se pose la question sur qu'est-ce que finalement il y a de plus violent dans une société. Euh, Quand je voyais cette personne, ce personnage, de moi le vrai Taïwanais qui aurait pu s'appeler Joe, et qui était harcelé par sa chef banquière pour qu'à son tour, il harcèle les petits épargnants et puis récupère un maximum d'argent pour enrichir la banque, je me disais en quoi c'est moins violent, en quoi c'est plus respectable que le petit dealer qui faisait ça pour essayer de venir en aide à ses parents, en ayant tout à fait conscience qu'il avait fait sûrement le plus mauvais choix qu'il pouvait, lesquels parents avaient été ruinés à cause justement d'une banque. Et de mettre sans forcément, je- j'espère ne pas avoir mis de morale à la fin de ces deux histoires-là, mais simplement de les mettre en regard, qu'on se pose la question, pas simplement à Taïwan, mais ailleurs, qu'est-ce qui dans le monde est le plus violent? Les deux attitudes, la respectable, c'est-à-dire la femme qui s'appelle Cherry dedans, qui a un nom de fruit en plus, qui a eu tout un tas de médailles pour avoir si superbement géré la crise de 2009 sans que sa banque n'y perde aucune plume. Est-ce que elle est plus respectable que Zhong Zhong qui va de cachette en cachette? Question. Voilà, il y avait vraiment une petite, sur quelques pages, la volonté d'ouvrir le regard du narrateur sur le monde qui l'entoure et de se faire se poser des questions sur ce monde-là aussi. Après ce long cheminement, le fantôme, lui, devient l'homme perdu par le narrateur et le lecteur le rencontre enfin.
Pour mieux savoir qui il était, il faudra probablement revenir à votre précédent ouvrage et plus spécifiquement au troisième opus de L'étreinte en sa mémoire, qui était paru en 2017, car en fait, À contre-jour la nuit parle très peu de lui. Alors c'est une remarque, mais elle peut soit s'arrêter là ou on peut aussi faire un retour. Donc je montre donc aux gens qui sont là l'étreinte en sa mémoire a peut-être un lien avec À contre-jour la nuit. C'est le précédent roman de Christophe Bagonneau qui a été édité en 2017, hein, je crois. Il a été écrit plus tôt, mais publié en 2017. Okay. Justement, la photo qui est dessus, c'est une photo que j'ai prise, de même que la photo utilisée pour À contre-jour la nuit. La photo en noir et blanc et la photo du personnage dont il est question dans L'étreinte en sa mémoire et le personnage dont il est question aussi dans À contre-jour la nuit. Alors bien sûr, j'ai mis beaucoup de moi, de mon expérience et de ce que j'ai vécu. Cette lettre adressée à un ami, cet ami c'est Thierry, mon éditeur, qui me voyant moi mal en point en 2019 alors que j'allais partir à Taïwan, m'a demandé de lui écrire quelque chose. Alors justement, ça tombe bien, c'est une introduction pour la dernière intervention que je voulais faire. Est-ce que vous accepteriez justement de nous lire à nous les pages 9 et 10, donc du narrateur à son ami, donc de vous à Thierry, qui sont l'introduction de ce récit, qui donne dès les premières lignes la couleur, l'odeur, la musique de ce récit évocateur du fort lien qui peut se nouer entre deux cultures et entre deux êtres. Vous acceptez? Oui, oui, sans problème. J'attrape mon livre, voilà, page 9. C'était en juin. Tu me demandais ce que je comptais faire cet été. La saison justifiait à elle seule une telle question. L'usage s'était occupé du reste. À cela, chacun aurait su trouver une réponse. Au pire, on aurait pu décider qu'on ne bougerait pas, ce qui n'en resterait pas moins une action à accomplir, qu'on ait résisté à l'appel des vacances ou qu'on se soit imposé le poids de son immobilité. J'aurais voulu pouvoir, moi aussi, te répondre quelque chose et opposer à chacun des mots que tu avais composés sur ton clavier l'exacte correspondance de ce qui aurait dû être. Mais je ne savais que le lieu de mon été, rien d'autre. Je savais que je serais à Taïwan, comme chaque année, mais sans trop être capable de préciser ce que j'allais y faire. À défaut, se trouver là-bas, c'était encore être un peu. C'était encore le maintien en moi d'une mince couche d'existence, celle qui demeure visible tant que nous occupons ici un certain espace. Et qu'importe alors le mal-être qu'on se propose de divertir ailleurs, car par la force même de ces mots, être là nous retient malgré nous hors de l'impensable néant. On pourrait bien sûr imaginer ce que j'allais faire dans cette île, les fantômes que je comptais y retrouver, le passé que je tenterais d'y faire ressurgir. De tout cela, cependant, nul ne pouvait être certain. Et j'étais moi-même sans véritable intention. Une seule chose me semblait à peu près assurée, une chose que je ne peux me retenir d'ajouter à la toute fin de cette première tentative de réponse, au risque peut-être d'augmenter chez toi d'inutiles inquiétudes. Au bout du jour, là-bas, dans les moiteurs de la fatigue et l'épuisement de la chaleur, je me conjoindrai au reste de la nuit. Merci. C'est un peu étrange pour moi, juste un petit mot. Oui, non, non, même Je, plusieurs. Hein. je vois Thierry sur l'écran. En Oui. fait, c'est la première fois que je le lis devant lui, alors que ça lui est adressé. Et du coup, le lire aujourd'hui comme ça était pour moi très particulier.
Bah, en fait, ça tombe bien et ça fait la liaison puisque comme Thierry a accepté et était disponible pour se joindre à nous, on s'était dit avant d'ouvrir les questions au public présent, on allait lui laisser la parole. Alors, j'ai pas prévu de questions pour lui. Je savais pas sur quoi l'interroger, mais je pense qu'il saura, comme il a assisté depuis le début, il saura prendre, voir s'il a des choses à nous dire et rebondir sur des choses qui viennent d'être dites. Je ne sais pas si l'écran permet de voir les émotions, mais pendant la lecture, cher Christophe, de ce texte, l'émotion était réelle et j'ai essayé de la cacher à travers mon écran d'ordinateur. Voilà, donc effectivement, c'est très touchant. Oui, c'est une drôle de réponse parce que c'est une réponse littéraire à un message par mail, quoi. Et c'est assez étonnant, quoi. C'est pas quand tout à l'heure on a dit j'ai fait une commande à Christophe, elle est indépendante de cet échange par mail. Je vais l'expliquer. Par mail, c'était en juin 19, hein, Christophe, je lui demande simplement, et sachant effectivement qu'il allait pas très bien, je lui demandais simplement ce qu'il allait faire de son été. Que vas-tu faire cet été? C'est ça qu'il raconte là, qu'il a lu devant nous. Et ma réponse, je ne l'ai pas eue telle que vous l'avez eue là. La réponse, je l'ai eue en septembre, où Christophe m'envoie le manuscrit d'À contre-jour la nuit et me dit, voilà ce que j'ai, à ta question, je te fais cette réponse, voilà le manuscrit, voilà ce que j'ai fait cet été, et il m'envoie 120 pages. Donc, c'est pas une réponse par mail, du coup. Et les réponses par mail, elles sont plus rapides, généralement. Non, il m'envoie un manuscrit d'une petite centaine de pages. Donc, c'est ça que tout l'étonnement, il est là. C'est un mail anodin, qu'est-ce que tu vas faire cet été? Il me répond par un récit de 80-100 pages. Et à contre-jour la nuit, et la réponse à cette question. Et ça, c'est, en termes d'éditeur, il n'y a rien de plus passionnant qu'un dialogue anodin avec un auteur, et un auteur ami en l'occurrence, débouche sur un manuscrit et débouche du coup sur le livre que vous avez devant vous. Alors ça, c'est la réponse même. Par contre, la commande de dire à Christophe, écris-moi quelque chose, oui, je lui ai fait ça, mais je lui ai fait beaucoup plus tôt dans le temps. C'est-à-dire, alors de mémoire, peut-être on peut raconter la jeunesse de notre amitié, qui est toute récente en fait. On s'est connus je crois que c'est 2015, Christophe, au moment où tu sortais les Éthiopiques, ton premier roman chez Lamourier. Moi-même, de mon côté, je sortais, parce que j'écris aussi, je sortais chez Lamourier un roman que j'avais coécrit avec Marie-Hélène Bain qui s'appelle L'écrimoire. L'écritoire. Et notre éditeur, Lamourier, organise chaque année des rencontres. Et lors de cette rencontre, c'était du coup au printemps de ces années-là, nous nous sommes rencontrés et on ne se connaissait pas. Et il n'y a jamais de hasard, les sensibilités qui sont proches se retrouvent assez rapidement et nos premières discussions ont été très, très sensibles, très, très touchantes et empreintes d'une profonde amitié tout de suite. Et nous avons partagé un goût commun. Et le goût commun, c'était Julien Gracq. Et on se demandait l'un et l'autre quel était l'ouvrage de Julien Gracq qu'on préférait. Et on a tous les deux dit le même titre, à savoir La Presqu'île de Julien Gracq. Et alors, je ne sais pas si c'était tout de suite ou un petit peu plus tard, Christophe, tu as peut-être la mémoire différente de la mienne, mais un jour, j'ai dit à Christophe, écris-moi Ta Presqu'île. Et tel que vous l'avez décrit depuis 1 heure, et ce cheminement que vous avez fait de tout le récit de À contre-jour la nuit, qui part de l'approche effectivement de Taïwan, de l'archipel de Taïwan, n'est rien d'autre que La Presqu'île signée Christophe Bagonneau, quoi. C'est-à-dire, comme dans Gracq, cette espèce, moi je reprends l'image de alors il peut y avoir des différences d'ailleurs avec La Presqu'île de Gracq. Ton image de l'arc, elle est intéressante parce que je ne sais pas si la cible dans La Presqu'île de Gracq, c'est d'aller retrouver l'amante qui arrive par le train. Il fait tout un cheminement à travers la Presqu'île, qui est en l'occurrence la Presqu'île de Guérande en France, et pour retrouver simplement, pour aller chercher tout simplement à la gare la femme qu'il aime. Je ne sais pas si c'est sa cible. Et justement, c'est tout le cheminement, sa cible, peut-être, dans La Presqu'île de Gracq. Contrairement à peut-être à ce que tu dis, c'est-à-dire la cible était claire, toi, elle était précise. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi clair, en tout cas aussi important
pour le narrateur de la presqu'île. On pourra en débattre plus longuement, peut-être entre nous, Christophe, ou avec des gens qui connaissent bien les deux ouvrages, mais voilà ce que je pouvais dire simplement sur cette rencontre et cette réponse à ce mail sous En forme tout d'un cas, roman. merci d'être intervenu. Puis en fait, c'est quand même assez facile. À chaque fois que vous voulez qu'il écrive un livre, vous lui demandez ce qu'il fait pendant les vacances. Et au mois de septembre, vous avez la suite. Je suis pas sûr que, je pense que c'est Wine Point, je suis pas sûr que ça soit un remède à chaque fois à l'écriture, non. Je pense que c'était plus compliqué que ça, là. Donc, on va peut-être pour les quelques minutes qui restent, s'il y a des gens qui souhaitent poser des questions. Par contre, pour que ce soit plus agréable pour vous, on ne va pas bouger l'ordinateur pour éviter d'avoir un problème de connexion. Par contre, les personnes viendront se mettre à ma place. Comme Oui. ça, vous verrez qui vous pose la question. Et donc, je m'éclipse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. J'ai peut-être pas une question, mais j'ai un sentiment. Personne n'ose prendre la place, visiblement. Voilà. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour. En fait, j'ai passé par hasard, c'est pas par hasard parce que je suis venu voir Sophie. J'ai un ami de Sophie et j'ai vis en France depuis 15 ans, je travaille en France. Et donc, du coup, évidemment, Taïwan, c'est mon pays, mais à la fois un pays étranger pour moi parce que ça fait, voilà, je ne vis pas ici, et même si mes parents sont encore ici. Donc, je n'ai pas pris le livre avant et j'ai écouté avec beaucoup d'intention de votre dialogue. Et en fait, ce passage à Penghu, ça m'a beaucoup touché. Et l'histoire d'un fantôme, parce que j'ai grandi à la campagne à Taïwan, donc et je crois vraiment l'histoire de fantôme. Par beaucoup d'histoires racontées par cousins, par les tantes, par la grand-mère. Parce que je me souviens, il y avait une histoire quand j'étais tout petit. Il y a une fille qui était décédée dans un accident de voiture à Taïwan, à la campagne à Yunlin. Et elle était à l'âge de se marier, mais elle ne s'est pas mariée. Du coup, évidemment, elle ne voulait pas partir dans un lieu d'accident. Ce qu'ils ont fait, la famille, c'est de mettre, je crois, 100 yens sur la rue, dans le lieu. Et en attendant, un garçon qui est passé, qui récupère l'argent, et c'est celui qui va se marier. Et donc, c'est une vraie histoire. Enfin, c'est la première chose. Quand vous racontez la fantôme, ça m'a rappelé beaucoup de choses que j'ai vécues dans cette île. L'autre chose, c'est qu'évidemment, quand j'étais tout jeune, moi j'ai 48 ans, mais j'ai passé mon premier voyage en dehors de Taïwan à Penghu quand j'avais 18 ans. Et dans cette sensation, c'est l'auteur de Penghu, les tombes qu'on se trouve partout et dans tous les sens. C'est ça qui est très fort. En fait, c'est quelque chose que j'ai oublié. Et aujourd'hui, grâce à vous, ça me revenait de manière très forte. Voilà, c'est ça que je voudrais partager avec vous. Donc, je vous remercie. Mais de rien. Mais c'est marrant d'ailleurs, vous parliez de la campagne avec les histoires de fantômes. Je pense que si à un moment donné j'ai raconté ces histoires-là, c'est que quand je vivais à Taïwan les premières années, j'étais surpris par le fait que tous les Taïwanais que je connaissais avaient une histoire de fantôme qui les concernait ou qui concernait un membre de sa famille. Tout le monde avait croisé ou vu ou entendu parler de fantômes. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois, je rentrais avec un ami chez lui, donc il frappe à la porte avant de rentrer chez lui, pour être sûr de ne pas surprendre un fantôme. Oui. Donc il ouvre la porte et la radio était allumée. Et c'était Barbara Streisand qui chantait. Et il me dit, ça j'avais éteint la radio, c'est un fantôme qui a allumé la radio. Et moi, ma première réaction, je me suis dit, c'est bizarre se retrouver fantôme et revenir pour écouter Barbara Streisand. Il me semblait que si je revenais, j'aurais envie de faire beaucoup d'autres choses plutôt que d'écouter Barbara Streisand, même si elle a une très jolie voix. Donc, c'est en fait cet étonnement que j'ai eu
ce choc culturel qui m'a donné envie vraiment d'écrire un peu de ces histoires-là. D'accord. Et puis Mais vous le alors, confirmez, puisque vous disiez que chez vous, il y avait plein d'histoires à la campagne sur les fantômes. oui, mais tout à fait. Mais ce qui m'étonne, c'est que chez vous, parce que vous dites que c'est surculturel, mais finalement, j'ai l'impression que c'est intégré chez vous de manière très naturelle. On a l'impression que vous croyez le fantôme, en fait. Vous avez vécu de l'histoire, non? Alors moi, j'ai pas vécu d'histoire, j'ai pas vécu d'histoire de fantômes, mais je, je ne, dans le livre, d'ailleurs, je pense à ça, il y a pas de condamnation, ni de se dire c'est forcément faux ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, de prendre, euh, de prendre les expériences, les histoires qu'on me raconte comme étant vraies. Elles sont tout au moins vraies pour celles qui les racontent. Donc, pour cette raison-là, elles sont tout à fait légitimes. Et elles forment euh, dans le tissu social chinois, bien des fils sont des fils de fantômes. Oui. Donc, ils sont à prendre en compte, les fantômes en question. C'est-à-dire qu'ils font partie de la société asiatique et chinoise. Donc, ils sont là, il faut parler d'eux aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je me permets de faire un petit pub parce que nous, moi, je travaille au musée de Quai Branly. On avait Mhm. organisé une exposition qui s'appelle On fait les fantômes d'Asie. Donc, cette exposition va être présentée cet été à Tainan. Voilà. Merci. Bon, ben, j'espère que cet été, je pourrai aller à Taïwan et puis Bah, pousser jusqu'à Taïwan, à Tainan pour la voir alors. oui. Bon, Bon, si vous merci pouvez dire beaucoup. un mot pour moi à votre gouvernement pour qu'il me laisse rentrer. Merci beaucoup, avec C'est plaisir. moi. D'autres questions? Non? Non? Bon, bah, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Aucun fantôme s'est présenté entre-temps pour poser une question subsidiaire, mais je leur laisserai l'adresse mail si, ils préfèrent poser des questions par mail. En tout cas, bah, merci à Christophe, à Thierry, puis aussi à vous d'être là. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire son livre. C'est la première fois qu'il me fait faire ce travail. J'avais jamais fait ce travail-là avant. Et c'est pas forcément très, très évident, même si j'aime bien lire et que je connaissais, j'avais lu le précédent et je me suis jeté sur le livre quand il est sorti. Après, de là à le présenter, essayer de donner envie à un public d'y entrer, bah, j'espère que vous aurez au moins la curiosité. Et bah, merci Thierry et Christophe d'avoir été présents. On ne va pas vous retenir trop longtemps parce qu'il doit être 13h30 en France, donc c'est l'heure du déjeuner. Merci aussi bah, à la librairie, hein, au Pigeonnier. Et puis de toute façon, je pense qu'ils veulent prendre la parole pour clôturer.